Bonsoir. Bonsoir. Alors bonsoir à toutes et à tous, merci d'être venus à cette nouvelle rencontre de la librairie Lamartine. Alors ce soir, on a la joie et surtout l'honneur de recevoir pour la première fois, ce qui est effectivement, alors c'est vraiment, j'ai discuté avec les gens de chez Gallimard, c'est en fait les ouvrages de Monsieur Labron, on en a toujours, ici on a un public ultra fan, ça a toujours été quelqu'un qu'on a énormément vendu, les choses ne se sont jamais faites. Voilà, c'est jamais très bien tombé, au début on faisait pas de rencontre, quand on en a fait c'était plus possible, enfin bon, bref. Et là donc quand Gallimard m'a appelé en disant est-ce qu'on peut organiser fin novembre, forcément, comment, voilà, pour nous c'est voilà, c'est quelque chose d'extrêmement émouvant de vous recevoir ce soir. Alors, quand on vous reçoit, on reçoit un grand auteur, on reçoit un journaliste et homme de presse, on reçoit un parolier, on reçoit un cinéaste, et j'ai envie de dire, on reçoit un formidable témoin du monde. Et de quelle manière mieux rendre ce témoignage qu'au travers du livre donc, qui vient de sortir aux éditions Gallimard, qui est Écrits américains, œuvres choisies, dans la collection Quarto, Voix contemporaines. Alors on fera sans doute un petit insert pour vous expliquer ces voix contemporaines de la collection Quarto, qui est une collection qu'on aime particulièrement, mais dans cette forme-ci, c'est une forme tout à fait récente. Et donc là, nous avons une sélection des grands romans américains de Philippe Labro, une sélection qui est complétée par une galerie de portraits absolument remarquables qui viennent de différents ouvrages sur le thème, bien évidemment, vous l'aurez compris, de l'Amérique. Alors, forcément, la première question, c'est comment est né ce écrit américain? Eh bien, c'est une... Vous m'entendez, ça marche là? C'est une initiative de mon éditeur, de mes éditeurs, Gallimard, et de Madame Aude Sirier, qui est là-bas au dernier rang, et qui est la patronne de la collection, une très belle collection. Je considère un peu que c'est une sorte de Pléiade moderne, si vous voulez. Et l'idée, c'était de réunir effectivement, ce que j'ai écrit à peu près 20 à 25 livres, les romans qui se passent aux États-Unis, il y en a 5, et de rajouter mes écrits américains, c'est-à-dire des portraits, des chroniques, toutes sortes d'éléments qui ont jalonné ma vie de journaliste, qu'on a récupéré dans des magazines, tout ça. L'archive, l'intérêt de cette publication, c'est que par ailleurs, et c'est une très belle initiative, les textes sont précédés de ce qu'ils appellent éléments biographiques. Et là, il y a une centaine de pages avec des photos qui racontent un peu ma vie, mon itinéraire. Chanson de Samy. Chanson de Samy, bien sûr, oui, exactement, oui, voilà. Dans laquelle il y a Jean-Loup Dabadi, avec qui j'étais en classe. Et donc, il y a une centaine de pages qui racontent le chemin d'un curieux de la vie. Et l'intelligence des éditeurs, c'est que les photos sont accompagnées d'extraits de mes autres livres, pas les Américains, les autres. Et d'ailleurs, eh bien, Antonio Sirier est d'accord, je considère qu'il y a un deuxième Quarto dans 2 ans avec les autres bouquins. Voilà. Alors justement, par rapport à votre œuvre, le nombre de romans que vous avez écrits, c'est Aude qui, dès le départ, a ce prisme américain, ou c'est un choix que vous faites par rapport, parce que effectivement, un tome 2 tout à fait envisageable, j'imagine avec par exemple les écrits autobiographiques, il y a quelque chose de... Comment vous avez choisi ce prisme-là? Bah, c'est une bonne idée, c'est thématique, c'est un seul thème. Il se trouve qu'effectivement, j'ai beaucoup écrit sur l'Amérique, j'ai beaucoup écrit des livres. L'un d'entre eux, d'ailleurs, a été souvent cité récemment, puisqu'il raconte la mort de Kennedy, qui s'appelle Retirer ce président. Surtout, c'est-à-dire en folio, je me signale. Et ça a semblé à cette superbe maison d'édition qui est la mienne depuis toujours, Gallimard, que c'était intéressant de tout regrouper. C'est thématique, ça me semble bien, peut-être mieux que picorer à droite à gauche une œuvre. Voilà, c'est tout. Et le travail était fait, on a beaucoup travaillé, ça durait, je sais pas, 6 à 8 mois, à peu près. Et puis aujourd'hui, c'est sorti, et jusqu'ici, les réactions sont plutôt favorables. Je confirme. Plaisantes, voilà. Satisfaisantes. Ça veut dire que le bouquin est réussi. Je ne parle pas de moi, mais le volume, l'objet, si j'ose dire, est très réussi. Alors l'objet est très réussi, effectivement. La collection Quarto, je ne sais pas si vous voyez la collection Quarto qui date de 1995 chez Gallimard, c'est une grosse collection en papier bible, couverture souple, qui regroupe effectivement soit des textes sur des thématiques,
soit des extraits, des recueils d'œuvres d'auteurs choisis, français, étrangers. On est aussi bien dans la littérature que dans les sciences humaines. C'est des gros bébés, les Quarto. Et depuis 2022, avec sous l'impulsion donc de Aude, qui est ici l'éditrice, est parue cette nouvelle série, donc Les Voix contemporaines, qui a effectivement comme première caractéristique le fait que l'auteur fait sa biographie en ouverture, ce qui n'était pas le cas dans les précédents, qui étaient souvent très morts, il faut bien dire, mais qui fait sa biographie, il y a des photos, il n'y a pas d'appareil critique. C'était aussi une des grosses distinctions avec l'histoire de la Pléiade, l'idée de regrouper un maximum de textes, mais pas du tout d'en faire une analyse, en fait, par rapport à ça. Et les voix contemporaines, où aujourd'hui, M. Labro rejoint, il y a le précédent, c'était Carrère, on a eu De Luca, on a eu Christian Bobin, joli casting. Le prochain, c'est Yasmina Reza. Je viens de l'apprendre. Voilà. Et en même temps, vous retrouvez aussi, si on prend la collection Quarto au sens large, Kerouac. Ah oui, il y a tout le monde. Tout le monde. Il y a évidemment les grands auteurs d'Alima, il y a Modiano, il y a Le Clésio. Non, c'est une très belle collection. C'est une très belle collection. Je suis très fier de faire partie. Voilà. Alors, est-ce que ce travail que vous avez, justement, ce retour sur ces œuvres fondatrices pour vous par rapport à ça, ça vous a replongé dans cette fascination américaine qui a beaucoup changé, j'imagine, avec le temps. Qu'est-ce que, au départ, a déclenché cet amour de l'Amérique? Alors, essayons d'utiliser les bons mots. Fascination n'est pas forcément le terme, c'est intérêt. Je me considère comme un américanologue. Il y a un américanophile, certes, mais américanologue, c'est-à-dire c'est un pays qu'il faut essayer de comprendre, d'observer, accessoirement de juger, mais d'abord le comprendre. Alors l'intérêt pour l'Amérique, il démarre de mon enfance. J'appartiens à une génération qui a vu arriver la liberté incarnée par les GIs dans leur Jeep. Je ne les voyais pas parce que nous habitions Montauban, mais enfin, les actualités, à l'époque les actualités au cinéma, nous montraient l'arrivée d'une civilisation. Pas seulement une armée qui libérait le pays, mais qui apportait tous les accessoires de la modernité et de la culture, c'est-à-dire des livres, des films, de la musique, qui pendant 4 ans n'avaient pas été à disposition des Européens. Donc il y avait cette nouveauté. C'est-à-dire que moi, évidemment, j'étais trop gamin pour sauter sur les bouquins américains. Néanmoins, j'avais été, grâce à mon père qui était un homme très lettré, déjà un petit peu éveillé par la lecture de 2 ou 3 écrivains de la prairie, qu'on appelle les écrivains de la prairie, avec la vraie grande prairie, c'est-à-dire James Fenimore Cooper, James Oliver Curwood, qui raconte des histoires d'Indiens, tout ça, et Jack London. Donc j'avais quand même ça déjà. Ça fabriquait la curiosité. À quoi ressemble cette prairie? Peut-être qu'il faut aller y voir, donc il faut aller voir ça un jour. Et d'autre part, il y avait aussi l'intérêt vif pour cette arrivée, cette redécouverte d'une civilisation et d'une culture. Vous allez y partir? Oui, pas à 6 ans. Pas à 6 ans, non. Donc je fais mes études à Janson-de-Sailly, et un peu ailleurs, et un jour à Janson-de-Sailly, il y a eu 2 hommes qui arrivent dans la classe d'anglais, et qui viennent nous dire, voilà, il existe une bourse qui s'appelle la bourse Fulbright, une bourse d'échange, d'études. C'est un sénateur américain, Fulbright, qui a eu l'intelligence de créer une bourse selon quoi, pour tout étudiant américain qui allait en Europe, il fallait qu'un Européen aille aux États-Unis. Et cette bourse, assez difficile à obtenir, cette année-là, comme par chance, par miracle, n'allait pas seulement dans les facultés, parce que jusque-là c'était plutôt les étudiants d'études supérieures, mais il en restait quelques-unes pour, si 1 ou 2 lycéens s'étaient intéressés. J'ai levé la main. Voilà. Alors après, il a fallu faire un texte de candidature, expliquer pourquoi, ceci, cela. Bref, je passe les détails. J'ai fini par recevoir un jour une lettre m'indiquant que j'étais invité pendant 1 an dans une université en Virginie. Je ne sais rien à cet endroit, je ne sais même pas le nom de l'université, bien sûr. Et je suis parti, riche, les seuls yeux tranquilles, comme disait c'est Rick ou Baudelaire, je ne sais plus. Je suis parti vers les grandes villes et on ne m'a pas trouvé malin. Donc je suis parti là-bas avec 2 adresses simplement.
pas évidemment l'adresse de l'université, les papiers, tout ça et tout, mais l'adresse de deux une famille, l'une à New York, l'autre à Los Angeles, qui étaient des juifs que mes parents avaient sauvés pendant la guerre. Puisque j'ai le privilège, l'honneur, c'est pas ma faute, c'est comme ça, d'avoir des parents qui ont été ce qu'on appelle juste parmi les nations. Et donc, ils avaient aidé un certain nombre de gens, donc ces deux familles qui étaient parties aux États-Unis. Et j'avais simplement ces deux adresses-là. L'université, les études commençaient en septembre, et moi je suis arrivé en juillet. Donc je suis allé un petit moment chez mes amis américains à New York, et ensuite j'ai traversé les États-Unis en stop pour aller à Los Angeles. À l'époque, on pouvait faire du stop. C'était merveilleux le stop. À travers le stop, vous compreniez le pays. Vous rencontriez des gens, ils vous racontaient leur vie, vous racontiez la vôtre. Et puis on comprenait l'étendue, l'espace, la diversité de ces villes et de ces paysages, et en même temps leur uniformité, parce que toutes les villes américaines se ressemblent. Et j'ai beaucoup appris simplement en voyageant, en traversant les États-Unis. Aller-retour, j'ai fait 2 fois, est-ouest, ouest-est, pendant l'été, pour arriver sur ce campus où je ne connaissais personne, mais où il y avait des règles très précises que j'ai essayé de suivre. Et je raconte tout ça dans un des romans américains qui s'appelle L'étudiant étranger. L'étudiant étranger. Et vous avez d'ailleurs dans un autre de vos romans américains cette très belle phrase sur rien ne vous prépare à l'Ouest. Oui, parce que au bout d'1 an, j'ai voulu gagner ma vie pour rester 1 an de plus. J'ai obtenu une série de rencontres et de chance, la possibilité de rester 1 an de plus, alors que la bourse voudrait ne durer qu'1 an. Donc j'ai pu rester 1 an de plus, mais il fallait payer là, les études, j'avais plus la bourse. Et donc j'ai obtenu, encore une fois, de candidature, d'aller travailler dans l'Ouest, dans le Colorado, pour nettoyer, pas tout seul, des centaines d'ouvriers, les racines des sapins qui étaient attaqués par ce qu'on appelle des bugs. Le bug, c'est pas le bug informatique, le bug, c'est le mot pour des insectes qui bouffaient les racines, et on ne pouvait pas les combattre par les airs, puisque c'était uniquement les racines. Donc il fallait au sol, avec une sorte de sulfateuse, aller d'arbre en arbre pour répandre un liquide qu'on appelle le goop, liquide, très très toxique. Donc tu travaillais avec des masques, toute la journée, de 7h du matin à 7h du soir, un arrêt d'1 demi-heure, et du lundi au samedi. Le samedi soir, on vous payait si vous aviez tenu le coup, parce qu'il fallait tenir. C'était très difficile au plan physique. Et là, on descendait tous dans un tout petit village qui s'appelait Norwood. Il y avait 500 habitants. Nous, on était à peu près 150. Et je ne vous raconte pas ce qui se passe. C'est dans le bouquin, tout ça. C'est dans Un été dans l'Ouest. Un été dans l'Ouest étant la suite de L'étudiant étranger. Et alors, ce corpus que vous... pas le corpus, pardon. Ces expériences que vous allez accumuler vont donc se transformer en littérature. À quel moment se passe pour vous le passage à l'écrit justement de cette époque américaine? Ah ben il y a un travail très lent de la mémoire. Hein. Moi j'écris, quand j'avais 18-20 ans, quand c'est arrivé tout ça, j'ai dû écrire le premier, L'étudiant étranger. J'ai d'abord écrit un autre roman sur mes années en Algérie pendant la guerre, qui s'appelle Des feux mal éteints. Et ça dû arriver comme ça, parce que j'avais écrit un petit papier sur l'Amérique, comme ça, et mon épouse, Françoise, m'a dit, tiens, tu pourrais peut-être aller plus loin, parce que tu racontes sur l'Amérique, c'est intéressant et tout. Et là, je me suis mis à travailler sur le texte, en feuilletant les catalogues de l'époque. Vous savez, ils font, dans toutes ces universités, des catalogues avec les anciens élèves et tout ça. Et j'avais dû ramener ces catalogues, j'ai commencé à les feuilleter, et en les regardant les visages de ces jeunes gens, mon propre visage, j'ai dû commencer ça, je devais avoir, je sais pas, 38 ans, 40 ans. Tout est revenu. J'avais pris des notes, bien sûr, mais pas tellement. Et d'un seul coup, la simple vision de ces visages, de ces paysages, du campus, des colonnes, c'est un très bel endroit, de très belle série de colonnes, très dans le sud, quoi, typiquement sud. Tout est arrivé, je me suis à prendre le bouquin comme ça, et en me servant de ce que j'avais accumulé comme expérience, sans
véritablement y penser. Mais il y a un jour où, je pense que c'est le cas de beaucoup d'écrivains, où c'est né en vous, ça grandit en vous, et il suffit après de se lâcher et mettre ça sur le papier. J'ai dû l'écrire assez vite d'ailleurs ce bouquin, parce que tout arrivait, ça revenait, c'était extraordinaire. Je me retrouvais là-bas, je me retrouvais dans mon passé. Quand vous revenez donc en France, qu'est-ce que vous a fait cette Amérique que vous avez côtoyée pendant 2 ans? Moi, je suis revenu très arrogant parce que j'avais 20 ans, je considérais que j'avais fait du journalisme là-bas, j'avais appris le journalisme, j'avais fait toutes sortes de choses. Et en plus, dans le Colorado, j'étais devenu un peu plus costaud, j'avais fait le bûcheron, j'avais fait les os durs. Je débarqué à Paris avec des bottes de cow-boy, sous un costume normal. Je suis allé frapper aux portes des journaux pour leur dire voilà, vous avez la merveille du monde qui est devant vous. J'ai 20 ans, je suis bilingue, je connais l'Amérique par cœur. Je n'ai pas parlé un mot de français pendant 2 ans. Hein. Donc je connaissais l'histoire américaine, la politique, la culture. On m'a regardé, on dit c'est quoi ça? Si vous vous habillez normalement, peut-être qu'on pourra vous recevoir à nouveau. Est-ce que vous avez fait votre service militaire? Première question. Il faut dire qu'on est en. Moi, je suis arrivé en 58. On est dans un pays où les jeunes n'ont droit à rien, sinon faire leur service. C'était 2 ans à l'époque. Ouais. 14 mois en métropole, 14 en Algérie. 28 mois. Donc je me suis débrouillé, bref, j'ai fini quand même par être engagé et j'ai débuté à Europe numéro 1. C'était une radio qui avait 1 an d'existence, j'ai gagné une petite coupe des reporters. J'arrêtais pas de faire des concours, ça se passait plutôt pas mal. Et le prix de cette coupe que j'ai gagné, c'était 3 mois de stage dans la salle de rédaction d'Europe numéro 1. Et au bout de 3 mois, ils vous gardent ou ils ne vous gardent pas, ils m'ont gardé. Voilà. Et donc le travail journalistique a commencé. Avec toujours en ligne, vous avez conservé cette spécificité américaine. Et pour les gens aussi, j'imagine que vous étiez l'américain. Non, mais ils ont bien compris tout de suite que c'était pas inutile d'avoir. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas tellement de garçons de mon âge, ou même de ma génération, ou même un peu plus âgés, qui étaient aussi bilingues et aussi imprégnés d'une culture autre que la culture française. Donc ils ont bien compris, surtout à France Soir, où après Europe 1, je suis passé à France Soir, qui était à l'époque le journal le plus lu en France, à peu près 1,5 million d'exemplaires par jour. Ils ont bien compris qu'ils avaient peut-être quelqu'un qui pouvait leur être très utile, justement, en le renvoyant aux États-Unis. Et j'ai commencé à me balader en permanence là-bas, parce que c'était normal. Ils se servaient de mon expérience et mon savoir. Le seul problème qui était au-dessus de ma tête comme une menace, c'est qu'il fallait qu'un jour, je sois rattrapé par la patrouille et je fasse quand même mon service. Donc je m'inscrivais dans des facs, à la fac de droit, à SAS, n'importe quoi, pour échapper à la patrouille qui m'a rattrapé. Alors, cette cassure justement du service, qu'est-ce que ça a fait? Vous avez pu repartir juste après en essayant de rattraper, je ne sais pas si on peut parler de temps perdu, mais effectivement, cette parenthèse. Ah ben, c'est pas tout à fait une parenthèse avec la guerre. Hein. C'est plus que ça, c'est une expérience supplémentaire. Vous accumulez des expériences. Pour moi, la vie, c'est une accumulation d'épreuves, de surprises, de découvertes et d'expériences pour un jour avoir à peu près une sorte de jugement. Mais d'abord l'expérience, ensuite le jugement. Et même ne pas être jugemental, simplement savoir un petit peu comprendre les êtres et les mouvements de la société. Donc voilà, c'est plus que ça. Ma première grande épreuve, mon premier grand apprentissage, c'est l'Amérique. C'est 2 ans en Amérique. Ensuite, l'apprentissage de l'armée. Et vous rentrez de là. Heureusement, à l'époque, ce journal était dirigé par un petit génie qui s'appelait Pierre Lazareff, l'homme qui a inventé l'émission de télévision 5 colonnes à la une, entre autres. Il m'a dit, on garde votre place. Donc je suis rentré, il m'attendait, et j'ai commencé à retravailler. Et 5 colonnes à l'une, on a commencé à travailler avec eux. C'est là que j'ai commencé à apprendre ce que c'était qu'une caméra, ce que c'était que la technique, le montage. Et on m'a envoyé un jour, donc il n'y a pas de hasard, puisque je connaissais les campus. Ils voulaient faire un sujet, comme on dit, hein, puisque 5 colonnes, c'était diffusé 1 fois par mois le vendredi. On parle de ça, on est quoi? On est en
61, 62. Quand Saint-Colombe passait à la télé, il n'y avait qu'une chaîne à l'époque. Il y avait des millions de gens qui regardaient. Les rues étaient vides. C'était un très bon magazine. Ils ont inventé le magazine à la télé, ces gens-là. Lazareff et deux autres. Pierre Dumayet. Pierre Dumayet et Pierre Pierre Desgros. Sabag. Non, Sabag n'a pas inventé ça. Igor Barr. Sabag travaillait là-bas, mais il n'était pas dans cette équipe-là. Et Igor Barr, qui était aussi un. Et ces gens-là, c'est quand même assez étonnant. Pierre Desgros, agrégé de lettres, Pierre Dumayet, agrégé de lettres. Donc vous aviez à l'époque, c'est plus tout à fait le cas aujourd'hui, des patrons de chaîne qui étaient des lettrés. Donc c'était assez agréable. Bref, donc il décide un jour de faire un sujet sur qu'est-ce qu'un campus américain. À qui on va demander le sujet? Voilà, donc il n'y a pas de hasard. C'est les circonstances et ce que j'avais déjà fait. Donc il m'envoie là-bas et je suis sur le campus de Yale quand on apprend qu'on a tiré ce président. Et c'est comme ça que je me retrouve le lendemain à Dallas. Voilà. Et ça donne, on a tiré ce président. On a tiré sur le président, qui bien évidemment qui est le dernier des romans. Qui est dans le bouquin. Voilà. C'est le dernier des romans des écrits américains. Livre incroyable parce que, en fait, vous le lisez aujourd'hui, vous avez l'impression qu'il a été écrit hier. Tellement c'est frais, tellement il y a une vision, tout. Bon, on le sait, on l'a dit, on l'a redit, on l'a redit. L'histoire est incroyable. Mais le livre, On a tiré sur le président, vous fait redécouvrir cette histoire au prisme du parcours de M. Labro. C'est un bouquin extraordinaire. Et voilà, c'est à la fois fort, réjouissant pour plein d'aspects. On évoquait justement, moi je fais partie de la génération qui a été extrêmement marquée par JFK, le film. Alors, je suis jeune, je vais voir, j'aime bien Oliver Stone. Il sort ce truc qui déroule 3 heures sur l'affaire JFK, machin, Garrison, machin. Et bah oui, forcément, les Cubains, la mafia, le truc, c'est passionnant, les gays, le truc. Bon, et en quelques lignes, vous dites, attendez, Garrison, moi j'ai connu Garrison, et on parle là-dedans, et on se dit, c'est incroyable, c'est pas du tout ça, effectivement. Oui, non, mais Stone, c'est un très bon metteur en scène, c'est bien connu, mais c'est du cinéma ce qu'il a fait. Et c'est un film, il a mis de la fiction, il y a des inventions, il y a des distorsions de la vérité, il a inventé des personnages. Le problème, c'est que la force du cinéma est telle, la force d'un film bien fait est telle, que les gens ont pris ça pour de l'histoire, avec un H majuscule. Mais c'est pas vrai. JFK, c'est de la blague, c'est un film, c'est du cinéma. Et ce que raconte Stone, ça n'est pas comme ça que ça s'est passé. Et moi, ma théorie, c'est ce que j'explique dans la deuxième partie du livre, c'est qu'il n'y a pas de complot. C'est que c'est, encore une fois, je reviens à cette expression, et je crois beaucoup à ça, un concours de circonstances, des croisements de destin qui ont fait que, ça peut arriver une fois tous les 1000 ans, il y a eu un homme qui a tiré sur un homme et qu'il est mort. Voilà. Mais Stone, bravo, très bien. Et les complotistes, ils sont très nombreux, comme vous le savez bien. La plupart des gens pensent qu'il y a complot, parce que le complotisme, c'est tellement plus agréable que le fait divers. C'eût été tellement merveilleux qu'il y ait un complot. C'est ce que disait Norman Mailer, le romancier américain. Il disait, ça nous aurait tellement aidé que ce soit un complot. C'était tellement plus simple qu'un terrible fait divers. Parce qu'il serait mort en héros, tué par les méchants. Les méchants, c'est la mafia, c'est les ex-cubains, c'est les pétroliers, c'est la CIA, c'est tout cela. Cela dit, il ne faut pas être catégorique. Il y a peut-être complot, mais moi, ma théorie, c'est non, prouvez-moi le contraire. J'attends le contraire. Je ne suis pas le seul, hein. Vous savez, il y a des grands historiens américains, Robert Dalek, Robert Caro, qui travaillent très très bien, parce que les biographes américains sont excellents, il y a une belle documentation. Il y a en France Laurent Geoffrin, qui est journaliste mais aussi historien. Il y a un garçon qui s'appelle François Dufour, c'est l'homme qui a inventé ces journaux pour les enfants, Mon Quotidien, vous savez. C'est très très brillant, Dufour, et comme moi, il considère, et il a beaucoup travaillé le sujet, que voilà, c'est un homme seul, et c'est la rencontre de toutes sortes de petits événements qui, à une minute près, s'ils n'étaient pas arrivés, ça ne serait pas passé comme ça. Je vous donne un seul exemple, ok? Un seul. Oswald, il est dans la cellule, là-haut, dans le petit commissariat. On est 300 journalistes, il y a des câbles de la télévision, c'est un casino, comme disaient les Italiens, c'est-à-dire, pour être vulgaire, c'est un bordel. Et on fait à peu près ce qu'on veut. Et je croise d'ailleurs Jack Ruby, qui le lendemain que je vais croiser, va assassiner Oswald. Bien. Donc Oswald est dans sa cellule,
Et la loi veut qu'il soit transféré dans une autre prison du comté. Donc on va le transférer, il y aura un transfert de zone. Donc on va le chercher. Pendant ce temps, Roubi est en train de payer un mandat à la poste. Hein. Alors, il a son pistolet à la poche, mais ils ont tous un pistolet à la poche. Et Oswald dit, écoutez, je voudrais changer de chandail. Oswald demande de changer de chandail, la terre entière s'arrête, parce que c'est l'homme le plus important du monde. Hein. C'est un caprice, je ne sais quoi, toujours est-il que... Donc on revient dans sa cellule, parce que sa mère et sa femme lui avaient apporté quelques vêtements, donc il change de chandail. Le changement de chandail fait qu'à ce moment-là, Roubi a le temps de revenir. S'il ne change pas de chandail, Oswald descend dans le garage, Roubi n'est pas là. Il monte dans le fourgon, il n'y a pas d'attentat. Voilà. Et il y a un paquet de trucs comme ça que les gens ne veulent pas accepter. Autre exemple, une fois qu'Oswald a tiré, car il a tiré, on a les empreintes sur son fusil. Il y a toutes les empreintes. Il descend l'escalier du School Book Depository Building, historique, c'est un musée, maintenant tout le monde y va. Hein. En courant, un flic le croise et il dit au propriétaire de l'immeuble, qui sait, je suis un type à nous, vous inquiétez pas. Donc il part en courant et il fonce chez lui. Qu'est-ce qu'il fait quand il arrive chez lui? Ben, il va dans un tiroir et il prend un pistolet. Expliquez-moi pourquoi il prend un pistolet. Ben, il n'est pas tout à fait innocent. Et il part en courant, toujours en courant, vers la station d'autobus qui amène vers le Mexique, puisque le fout le camp, il veut quitter le pays. Sauf qu'en chemin, il y a un policier, une patrouille, ils ont déjà envoyé sur les radios le signalement d'un suspect. Hein. Bon, c'est déjà que c'est lui, on a son nom, tout. Et un policier qui s'appelle J.D. Tippett, qui croise Oswald, il s'arrête, il arrête sa voiture, il descend de sa voiture pour vérifier l'identité d'Oswald. Qu'est-ce qu'il fait Oswald? Son pistolet, il file 4 balles dans le thorax. Ok? Il y a 12 témoins. Expliquez-moi pourquoi il tue un flic. Bon, voilà. Mais il y a 1000 éléments qui, selon moi, militent pour être un peu plus sérieux que simplement le complotisme à la Stone. Et alors, ce qui fait aussi la force, justement, la progression du lecture, c'est-à-dire que vous avez un livre. Ce livre, c'est un recueil, c'est marqué œuvre choisie. Voilà. Et en fait, vous avancez, il y a cette biographie d'ouverture, le premier roman, le second, on monte, et en fait, on se retrouve avec un roman et différentes parties d'un grand roman. Tous les livres s'encastrant merveilleusement les uns dans les autres. On a cette espèce d'épiphanie, effectivement, avec On a tiré sur le président, qui est un livre, de par son sujet, logiquement explosif. Et là-dessus, on va partir sur une formidable sélection de portraits, et on va traverser le siècle en compagnie de M. Labro et en compagnie de Trump, Bob Dylan, Nixon, Kerouac, Philip Roth, Hemingway, Kennedy, bien sûr. Et notre ami Kissinger qui est mort ce matin. Oui, il y a un portrait de Kissinger. Ça, c'est une série de portraits que j'avais fait pour le Figaro. À une époque, le lundi dans le Figaro, j'avais une page entière où je faisais des portraits comme ça. Mais il y en a aussi qui étaient parus dans le Point. Moi, j'ai beaucoup travaillé le portrait. C'est un exercice que j'aime beaucoup. Et donc, on a choisi, parce que c'est pas tous les portraits, hein, il faut 2 volumes en plus. Hein, de quoi effectivement raconter l'Amérique, raconter certains Américains, pour, encore une fois, selon moi, essayer de comprendre la complexité de ce pays et de cette culture et de cette civilisation. Et c'est ce qui ressort effectivement de la lecture, c'est à la fois énormément d'éléments pour essayer d'appréhender un peu plus ce pays qui reste quand même très très mystérieux pour bon nombre d'entre nous, à plein de raisons. Hein, moi, j'ai eu la chance d'y aller plusieurs fois et c'est vrai que ils sont comme nous, c'est occidental, c'est pas comme quand vous allez au Vietnam ou je ne sais quoi, mais le choc est partout, à chaque endroit, parce que non, en fait, il y a quand même énormément de différences sur plein de sujets, et on est tout le temps pris souvent à contre-pied. Et c'est vrai que ce livre nous donne des éléments de compréhension sur ce qu'était l'Amérique, nous donne à réfléchir aussi énormément sur ce qu'est l'Amérique aujourd'hui. Et pour vous, c'est plus tout à fait l'Amérique que j'ai connue, c'est voilà. Plus tout à fait celle de l'étudiant étranger. Bon, il y a encore des éléments de base, hein. L'Américain il n'a pas changé dans son comportement, dans l'espace, dans la course au succès, dans le dollar qui est roi, dans l'hypocrisie high, on s'amuse, on s'embrasse, on ne se connaît pas du tout. Bon, il y a tout. Elle est là, la culture américaine. Mais ce qui a changé, c'est la politique. Il y a eu les assassinats dans les années 60,
il y a eu l'arrivée de Bush, il y a eu les tours de Manhattan, tout a fait que, comme tout dans la vie, tout change. Et c'est un pays, un continent qui s'est transformé, qui malheureusement aujourd'hui est dans une situation de fracture. On parle des fractures en France, car il y en a en ce moment, mais celles-là, elles sont énormes. Entre le Nord et le Sud, entre les Blancs et les autres, entre les suprémacistes blancs qui s'agenouillent devant ce dangereux M. Trump, et les autres, les démocrates, qui essaient de faire en sorte que la Constitution soit encore un peu respectée. L'invasion du Capitole l'autre jour, alors, il y a 2 ans maintenant, c'était inimaginable à mon époque. La Constitution était respectée, il y avait un président, il était élu, personne ne contestait son élection, ça se passait très normalement, mais les choses ont changé, la société a changé, c'est assez bouleversant, mais c'est passionnant, bien sûr. Mais pour parler effectivement de la complexité de l'Amérique, je me réfère, parce que j'aime beaucoup chercher des citations chez les autres, parce que les paroles des autres sont beaucoup plus fortes que la vôtre. Quand c'est signé Simon Less, ou signé Churchill, ou signé Paul Valéry, eh bien, Valéry, il a une citation que j'applique à l'Amérique qui dit « Le degré avancé d'une civilisation se mesure au nombre de contradictions qu'elle comporte. » Voilà. Et le nombre de contradictions américaines, il est volumineux. Et je terminerai avec justement une autre citation qui ouvre le livre, qui est Je vais vous aider. celle de Francis Scott Fitzgerald. Oui, bien sûr. Qui est un immense écrivain, comme chacun sait. La France était une terre, l'Angleterre était un peuple, l'Amérique était difficile à définir, c'était une volonté du cœur. C'est assez beau. Merci beaucoup. Je vous en prie. S'il y a quelques questions, on va répondre. Est-ce que vous avez des questions? Allons-y. Voilà. Bonsoir monsieur. Bonsoir. La question n'est pas forcément autour de l'univers américain, mais écrivez-vous encore, alors je le sais à plein d'occasions, mais en termes de roman, est-ce que vous pensez que vous avez encore des choses à dire par rapport à votre vie, puisqu'à chaque fois elle est source d'inspiration, mais est-ce que le roman vous intéresse encore? Ah oui, beaucoup. Je viens juste d'en finir un, ça me semble. Qui sera publié par Gallimard. Si tout va bien au printemps, mais moi je vous pose des questions sur le printemps, parce que le printemps va être pollué par les Jeux Olympiques et j'ai peur que les librairies soient vides. Pas ici. Mais dans certains quartiers, ça sera très dur. Donc je viens de finir un nouveau roman. Oui, bien sûr. J'en ai encore dans la plume. Hein. Mais c'était encore une période américaine, c'est une période de... Vous verrez. Mais il y a de l'Amérique, vous avez raison. Non, mais votre question est bonne, monsieur. Il y a de l'Amérique dans le bouquin. En fait, ça se passe. La première partie se passe à Paris, dans les années 60. La deuxième partie à New York, dans les années 2000. Voilà. Et je vais vous donner le titre. C'est inédit. Personne ne le sait. C'est pas encore paru. Où que ce soit. Mais vous allez le répandre dans Paris. Ça s'appelle Deux Gimlets sur la 5e avenue. Le Gimlet, c'est un drink américain, un peu snob, très simple. C'est du gin avec du citron vert. Et la 5e avenue, ben bon, c'est ce que c'est. Deux Gimlets. Parce qu'il y a deux personnages, un homme et une femme. Bon, voilà. Voilà ma réponse. Merci. Vous en prie. Merci pour le scoop. Ben voilà, c'est un scoop. Oui, on s'en blague. C'est pas nulle part encore. Notre question, c'est de savoir s'il faut le publier au printemps. Parce que comme j'ai eu la chance que ce volume soit très bien accueilli médiatiquement, je connais mes confrères comme si je les avais faits. Le prochain bouquin, ils vont me dézinguer bien sûr, parce que à Paris, un succès doit forcément être compensé par une critique dure, et d'autre part, ils diront, et ils auront raison, ça va, on a assez donné, on a assez parlé de l'agro. Donc c'est ce que j'ai dit à mes éditeurs, si vous voulez que ça sorte au printemps, il faudra faire un effort publicitaire. Voilà. Voilà. On a des témoins. D'autres questions? Oui. Madame. Oui. Quel regard portez-vous sur le monde actuellement? Je sais que c'est très compliqué comme réponse, mais enfin, votre idée, votre regard. Un regard consterné. Un peu pessimiste, mais je pense qu'il faut toujours espérer. Donc voilà, il faut compenser ce que forcément l'actualité provoque en nous, c'est-à-dire
parfois la sidération, et en tout cas une certaine crainte. Il faut compenser ça par l'espoir. Il n'y a pas d'espoir, c'est plus la peine d'avancer ni de vivre. Donc mon regard, c'est le regard lucide, réaliste, d'un journaliste ou d'un écrivain, qui vous voulez, qui contemple pas, mais qui voit, qui assiste. Regarde, on est quand même dans un monde où aujourd'hui on a deux guerres. On a une autre guerre qui était le Covid, qui aussi a changé beaucoup de choses, l'équivalent d'une guerre d'une certaine manière. Donc vous avez des très forts éléments qui sont en train de bouleverser le monde. Et ce serait trop prétentieux de ma part d'essayer de le résumer ou de le définir. Pour moi, il est dans le désordre. Goethe disait le monde a besoin d'ordre. Il n'y a pas d'ordre. Il y en a un, oui, en Russie. Je pense que le maître des horloges en ce moment, c'est Vladimir Poutine. C'est à lui que profitent le plus les désordres actuels. Mais mon regard, c'est celui d'un homme qui a tout vu, tout entendu, tout vécu, et qui se dit, bon, c'est pas très grave, ce qui compte, c'est ma famille, ma femme, mes enfants, mes petits-enfants. Voilà. Ok, ben on va aller signer maintenant. Il ne reste plus qu'à signer. Merci Oui. beaucoup. Je vous en prie. Je vous demanderai juste de replier vos chaises, s'il vous plaît. Je vais m'asseoir.